Un instant peut-il contenir une éternité? Une simple photographie, un morceau de papier jauni par le temps, peut-elle capturer non seulement un visage, mais aussi un destin tout entier? On dit qu'une image vaut 1000 mots, mais parfois, elle cache une histoire qui pèse 1000 vies. L'histoire que nous allons découvrir aujourd'hui commence par une question. Que faut-il pour qu'une personne disparaisse aux yeux de tous, alors même qu'elle est entourée par des milliers d'autres? Regardez attentivement cette image. C'est un cliché amateur, granuleux, baigné de la lumière saturée de l'été 1971. Nous sommes en France, quelque part dans la campagne de Lyon, au cœur du festival de la Rivière d'Or. C'est un océan de jeunesse. Des cheveux longs, des tuniques brodées, une fumée bleue qui monte paresseusement vers le ciel doux. On devine la musique, un rock psychédélique lourd qui fait vibrer le sol. C'est un moment de libération. 3 ans après les secousses de mai 68, l'air est chargé d'un idéal de paix, d'amour libre et d'un futur que l'on croit pouvoir réinventer. Mais au milieu de cette foule immense, de ces visages tournés vers la scène ou perdus dans la transe collective, il y a elle. Elle est là, sur le côté droit du cadre, légèrement floue. On la voit de 3/4. Elle pourrait avoir 20 ans. Elle porte un simple chemisier blanc et un bandeau de tissu fleuri qui retient ses longs cheveux châtains. Elle ne regarde pas les musiciens. Elle ne danse pas. Elle se tient droite, presque rigide, son sac en bandoulière serré contre sa hanche. Elle sourit, mais c'est un sourire fragile, presque nerveux, et ses yeux balayent la foule. Elle ne profite pas du moment. Elle cherche. Elle s'appelle Élise Fournier. Elle vient d'un petit village de Lorraine, à des centaines de kilomètres de là. Ce qu'Élise ne sait pas, au moment précis où l'obturateur se ferme, c'est que c'est son dernier jour. Cet instant figé, ce sourire inquiet, est l'une de ses dernières traces sur cette terre. Dans moins de 12 heures, alors que la nuit tombera, et qu'une tête d'affiche légendaire montera sur scène, Élise s'évaporera. Elle disparaîtra dans cette même foule venue célébrer la vie. La police la classera comme une fugue, une évaporation volontaire, parmi tant d'autres jeunes qui plaquaient tout pour la route de Katmandou, ou les communautés hippies, mais la vérité est bien plus sombre. Élise n'est pas venue ici par hasard. Elle n'est pas venue pour la musique, elle est venue chercher l'amour. Oui, mais un amour précis, un rendez-vous secret qui allait sceller son destin. La promesse que je vous fais aujourd'hui, c'est qu'à la fin de cette histoire, vous ne regarderez plus jamais une photo de foule de la même manière. Nous allons découvrir qui était vraiment Élise et quel secret mortel elle gardait, caché derrière ce sourire nerveux en cet après-midi d'été 1971. Ces histoires sont les fantômes de notre mémoire collective. Ce sont les vies oubliées dans les marges de l'histoire, celles des gens invisibles dont les destins ont été brisés en silence. Notre mission sur cette chaîne est de retrouver ces échos, de redonner une voix à ceux que le temps a tenté d'effacer. Si vous croyez, comme moi, qu'il est de notre devoir de nous souvenir et de tirer des leçons de ces vies oubliées, alors je vous invite à vous abonner et à activer les notifications. C'est en partageant ces récits que nous empêchons l'oubli de gagner. Pour comprendre le drame d'Élise, il faut comprendre la France de 1971. C'est une époque de contrastes violents. D'un côté, le pays est encore dirigé par la vieille garde conservatrice. Le président Pompidou incarne une France de l'ordre, du travail, de la consommation. Mais sous ce couvercle, la jeunesse issue du baby-boom fait tout bouillonner. L'esprit de mai 68 n'est pas mort, il s'est métamorphosé. Il est descendu des barricades des universités pour s'infiltrer dans la culture, la musique, les mœurs. Le festival de la Rivière d'Or est le symbole parfait de cette contradiction. Il est toléré par les autorités, mais encadré par des centaines de gendarmes mobiles qui campent aux abords du site, prêts à intervenir. C'est un espace de liberté surveillé. Élise Fournier n'appartient à aucun de ces deux mondes. Elle vient d'un entre-deux, un village gris où la principale distraction est la messe du dimanche et le marché du jeudi. Son père, un homme silencieux, ancien prisonnier de guerre, tient la petite quincaillerie familiale. Sa mère, dévote et sévère, voit dans la nouvelle génération un signe de la fin des temps. La vie d'Élise est tracée, travailler à la boutique, épouser le fils de l'instituteur et reprendre un jour le commerce. Mais Élise étouffe. Elle lit en cachette des magazines qui parlent d'émancipation, elle écoute sous ses draps, sur un petit poste à transistor, des musiques venues d'Amérique et d'Angleterre qui lui parlent d'un ailleurs. Depuis 6 mois, Élise a un secret qu'elle garde plus précieusement que sa propre vie. Elle entretient une correspondance, pas avec un garçon du village, mais avec un homme qu'elle n'a jamais vu. Il s'appelle Lou. Il lui écrit depuis une communauté, l'Aube Nouvelle, installée quelque part dans le sud. Ses lettres sont poétiques, enflammées. Il lui parle de rompre les chaînes, de vivre en harmonie avec la nature, d'un amour total, pur, loin de la société matérialiste et corrompue de ses parents. Pour Élise, Lou est plus qu'un homme. C'est une promesse. C'est sa seule voie de sortie. Elle a menti à ses parents. Elle leur a dit qu'elle passait le week-end chez une cousine à Dijon. Elle a vidé sa caisse d'épargne. Elle a fait du stop pendant 2 jours, dormant à la Belle Étoile pour la première fois de sa vie. Quand elle arrive aux portes du festival, c'est un choc. Le bruit, l'odeur, la boue.
Des gens fument ouvertement des choses qu'elle n'a jamais senties. Des couples s'embrassent allongés dans l'herbe. La musique est si forte qu'elle la sent vibrer dans sa poitrine. Elle est terrifiée, mais aussi exaltée. Elle est enfin libre. La photographie est prise vers 15 heures. Le premier jour, Élise est arrivée depuis moins d'1 heure. Elle n'a pas encore posé son sac. Elle est submergée. Le plan était simple. Lou lui a dit de le retrouver près de la scène de la forêt, le deuxième podium plus petit, à la tombée de la nuit. Il lui a donné un signe de reconnaissance. Il porterait une veste en daim à franges et un médaillon en argent en forme de lune. La journée est un purgatoire à traverser. Elle doit attendre. Alors, sur cette photo, quand Élise regarde la foule, elle ne cherche pas des amis. Elle ne cherche pas l'ambiance. Elle cherche un danger potentiel, ou peut-être une réassurance. Elle cherche un visage qui pourrait ressembler à celui qu'elle s'est imaginé. Elle est une proie facile dans cette jungle dont elle ne connaît aucun code. Elle est seule, avec dans son sac quelques francs, un pull pour la nuit, et les lettres de Lou qui sont à la fois sa boussole et son arrêt de mort. Elle sourit parce qu'un photographe amateur l'a interpellée, mais ses yeux trahissent la véritable raison de sa présence. Elle n'est pas venue pour la fête. Elle est venue pour un rendez-vous avec un inconnu, un homme qui lui a promis le paradis, mais qui, dans l'ombre de cette utopie musicale, va lui offrir l'enfer. Le photographe baisse son appareil, lui adresse un vague signe de tête et se dissout instantanément dans le kaléidoscope humain. Élise reste immobile une seconde de plus. Le flash de l'attention disparut la laissant plus seule encore. Le bruit est une chose physique, une vague qui la frappe à la poitrine. Sur la scène principale, au loin, un groupe de rock progressif a entamé un solo de guitare complexe, strident, qui semble vouloir déchirer le ciel. L'air est une soupe épaisse. Il sent le foin écrasé, la sueur de milliers de corps, le patchouli bon marché, la bière chaude et une fumée âcre, résineuse, qu'elle n'identifie pas mais qui semble rendre tout le monde autour d'elle étrangement souriant et lent. Elle serre la lanière de son sac. Elle est un îlot de sobriété nerveuse dans un océan de lâcher-prise. Autour d'elle, c'est le grand déballage des corps et des esprits. Des gens sont allongés les uns sur les autres, endormis en plein soleil. Un couple s'embrasse avec une ferveur désespérée, indifférent aux milliers de regards. Plus loin, un jeune homme au regard vitreux, les pieds nus dans la terre boueuse près d'un point d'eau, tente de vendre de petits bracelets de cuir tressé. « Pour manger, frère », dit-il d'une voix pâteuse à ceux qui passent. Mais personne ne s'arrête. Ils sont, comme elle, des invisibles, mais d'une autre manière. Ils sont les naufragés de la fête, ceux que la vague de l'utopie a déjà rejetés sur le rivage. Élise ressent une bouffée de pitié, mais aussitôt après, de la peur. Elle ne veut pas leur ressembler. Elle doit tenir jusqu'au crépuscule. Il est à peine 4 heures de l'après-midi. Le soleil est un marteau blanc. Elle cherche un peu d'ombre et finit par s'asseoir contre la palissade d'une baraque vendant des merguez frites. L'odeur de la viande grillée lui donne la nausée. Elle n'a rien mangé depuis un morceau de pain sec le matin même. La faim, la peur et l'excitation forment une boule dure dans son estomac. Elle sort de son sac la petite bouteille d'eau qu'elle a achetée en arrivant. Elle boit une gorgée, l'eau est déjà tiède. Elle observe. Elle voit bien qu'elle détonne. Ses vêtements sont propres. Elle n'a pas de fleurs dans les cheveux, juste ce simple bandeau. Elle n'a pas l'assurance nonchalante de ces filles qui marchent seins nus, couvertes de peinture. Elle est une paroissienne égarée dans un sabbat. C'est alors qu'ils s'approchent. 3 hommes, plus âgés qu'elle. Ils ne ressemblent pas aux autres. Ils portent des blousons de jean sans manches, des bottes. Ils n'ont pas l'air d'être là pour la musique. L'un d'eux, blond, la toise avec un sourire carnassier. « T'es perdue, petite colombe ? Tu cherches quelqu'un ?» Sa voix est grave, pâteuse d'alcool. Élise sent son sang se glacer. Elle baisse les yeux, ramène ses genoux contre sa poitrine, espérant devenir invisible. L'homme rit. « Laisse-la, Marco », dit un de ses compagnons. Elle attend son prince charmant. Il s'éloigne en la bousculant presque. Elle tremble. C'est la première fissure. Ce monde de paix et d'amour, dont Lou lui a tant parlé, a les mêmes dents que celui qu'elle a fui. Elle a besoin de sa voix. Elle a besoin de se souvenir pourquoi elle est là. Discrètement, presque honteusement, elle ouvre la poche intérieure de son sac et sort le paquet de lettres. Elles sont cornées, usées à force d'être lues. La dernière est arrivée il y a 1 semaine. Elle la déplie. L'écriture de Lou est ronde, presque enfantine, mais les mots sont puissants. La narration doit ici se faire l'écho de ces mots. « Ma chère Élise », lit-elle, « la société de tes parents est une cage. Ils t'ont appris à avoir peur. Peur de ton corps, peur de tes désirs, peur de la vie elle-même. Mais la peur est un poison. Ici, à la rivière d'or, tu verras. La peur n'existe pas. C'est le grand rassemblement des âmes libres. N'aie pas peur de la foule, Élise. La foule, c'est nous. C'est l'énergie collective. Quand tu seras là, tu ne seras plus toi. Tu seras partie du grand tout. Je te trouverai. Je suis ton ancre dans cet océan d'âme. Une ancre. Elle s'accroche à ce mot. Il lui a promis de la protéger. Il lui a promis que sa communauté, l'Aube Nouvelle,
l'attendait. Un endroit où elle pourrait enfin être elle-même, loin du jugement de sa mère et du silence de son père. Un endroit où elle serait aimée. Il a écrit « La société matérialiste ne voit que les apparences. Nous voyons les âmes. Et ton âme, Élise, est une étoile qui attend d'être libérée. Je la libérerai. Cherche la lune. Mon étoile, je la porterai pour toi. Le médaillon en argent. Le signe. » Elle relit ce passage 3 fois. La poésie de Lou agit comme un baume sur la peur que les 3 hommes viennent de lui infliger. Il a raison. Ils étaient le vieux monde. Lui, il est le nouveau. Elle reprend courage. Elle plie la lettre, la serre dans sa main. Elle n'est plus une victime perdue. Elle est une initiée qui attend son guide. Les heures s'écoulent avec une lenteur douloureuse. Le soleil commence enfin sa descente. La lumière vire du jaune écrasant à un orange mélancolique. L'atmosphère du festival change avec elle. La torpeur de l'après-midi fait place à une énergie plus nerveuse, plus électrique. La musique de la scène principale s'est tue, remplacée par des annonces confuses dans des haut-parleurs grésillants. C'est l'heure du changement de plateau, la grande migration avant la tête d'affiche du soir. Mais Élise entend autre chose, un son plus doux, venu des bois qui bordent la prairie, des notes de guitare acoustique, une flûte, une voix claire. C'est la scène de la forêt. Le cœur d'Élise se met à battre la chamade. C'est l'heure. Le crépuscule est là. Elle se lève, ses jambes sont raides. Elle époussette sa jupe, devenue grise de poussière. Elle vérifie son sac une dernière fois. Les lettres, son portefeuille, un peigne, tout est là. Elle regarde la masse immense de gens qui commencent à s'asseoir face à la grande scène, réservant leur place pour la nuit. Elle doit faire le chemin inverse. Elle doit quitter la prairie éclairée pour s'enfoncer dans les bois. Elle inspire profondément. L'air du soir est plus frais. Elle commence à marcher. Elle est un petit poisson de métal remontant un fleuve magnétique. Elle marche contre le courant. Des gens la bousculent, rient. Elle ne les voit pas. Ses yeux sont fixés sur l'orée des arbres, d'où provient cette musique folk, comme un chant de sirène. Elle avance, son sourire nerveux de la photographie disparue, remplacé par un masque de détermination tendue. Elle marche vers son rendez-vous. Elle marche vers Lou. Elle marche vers le cœur de son secret, sans savoir que chaque pas la rapproche, non pas de l'amour, mais de l'obscurité finale. Elle s'enfonce dans le sous-bois. La transition est brutale. À quelques mètres à peine derrière elle, la prairie est un chaos de sons et de corps, un monstre collectif et vibrant. Mais ici, sous les arbres, le son est immédiatement assourdi, comme si elle venait de plonger la tête sous l'eau. Le sol devient meuble, sans l'humus et la terre fraîche. La musique folk de la scène de la forêt s'estompe, remplacée par le bruissement de ses propres pas sur les feuilles mortes et, au loin, par la pulsation sourde et lointaine de la base de la scène principale. C'est un battement de cœur, lent et menaçant. La scène de la forêt n'est pas une scène, c'est une clairière. Une estrade de fortune en palettes de bois a été dressée au pied d'un chêne centenaire. Une centaine de personnes sont assises en tailleur, formant un demi-cercle serré. L'atmosphère est à l'opposé de celle de la prairie. Là-bas, c'était l'explosion. Ici, c'est l'implosion. C'est une assemblée de fidèles. Un homme maigre, torse nu, sous un gilet de peau, chante une ballade mélancolique en s'accompagnant d'une guitare. Sa voix est douce, presque brisée. L'air sent l'encens et le cannabis. Une odeur plus lourde, plus sacrée que celle de l'herbe fumée à la volée dans la foule. Les visages qui l'entourent sont graves, absorbés. Ils ne se balancent pas en rythme, ils méditent. Élise s'arrête à la lisière. Elle est une intruse. C'est ici, au cœur de l'utopie, qu'elle se sent le plus terriblement seule. La panique, qu'elle avait réussi à contenir, lui serre la gorge. Et s'il n'était pas là? Et s'il n'avait jamais existé? S'il n'était qu'une invention, un de ces tripes dont parlaient les magazines, une hallucination née de son propre désespoir? Elle serre les lettres dans sa poche. Elles sont son unique encre de réalité. Elle balaie la pénombre du regard, cherchant frénétiquement. Elle ne cherche pas un visage. Elle n'en a jamais vu. Elle cherche des signes, une veste en daim, un médaillon en forme de lune. Et soudain, son cœur s'arrête. Il est là, adossé à un arbre, légèrement en retrait du cercle des auditeurs, comme s'il était à la fois le gardien et le critique de cette petite assemblée. Il est exactement comme il l'a décrit, ou presque. La veste en daim à franges est là, mais elle est sale, presque raide de crasse. Ses cheveux sont longs et noirs, noués en une queue de cheval négligée. Il est plus âgé qu'elle ne l'avait imaginé. Ses lettres avaient la ferveur d'un jeune poète. L'homme qui se tient là doit avoir 30 ans passés. Son visage est émacié, d'une beauté dure, presque cruel. Il parle à voix basse à une jeune femme assise à ses pieds, qui boit ses paroles avec une dévotion terrifiante. Puis il lève la tête, comme s'il avait senti son regard. Leurs yeux se croisent. Il ne sourit pas. Il la dévisage, plissant ses yeux clairs, presque transparents dans l'obscurité. Et Élise voit, brillant faiblement sur sa poitrine nue sous la veste, le médaillon, la lune d'argent. C'est lui, Lou. Le temps se fige. Le chanteur, la foule,
la forêt, tout disparaît. Il y a juste cet homme. Il dit quelque chose à la femme à ses pieds, qui se lève et s'éloigne sans un regard pour Élise. Il se détache de l'arbre et s'avance vers elle. Chaque pas résonne en elle. Il est plus grand qu'elle ne le pensait. Il s'arrête à 1 mètre d'elle. L'odeur qu'il dégage la surprend. Ce n'est pas l'encens ou le patchouli. C'est une odeur animale, de sueur ancienne et de tabac froid. L'étoile, dit-il. Sa voix est basse, plus grave que ce qu'elle avait imaginé, avec un léger accent qu'elle n'arrive pas à situer. Ce n'est pas une question, c'est un mot de passe, c'est la reconnaissance. Élise ne peut que hocher la tête, les larmes lui montant soudainement aux yeux. Un sanglot de soulagement, de peur et d'épuisement la secoue. Elle a réussi, elle l'a trouvé, elle est sauvée. Je vous ai cherché, balbutie-t-elle, se sentant soudain stupide, petite, provinciale. Lou esquisse enfin un sourire. Il n'atteint pas ses yeux. C'est un sourire de propriétaire. « Je le sais », dit-il. Il tend la main et, d'un geste étonnamment doux, écarte une mèche de cheveux de son visage. Mais son pouce s'attarde une seconde de trop sur sa joue, un contact à la fois intime et clinique. « Tu as fait le plus dur. Tu as quitté la cage. » Il la prend par le bras. Sa poigne est ferme, bien plus forte qu'elle ne l'aurait cru. Ce n'est pas une invitation, c'est une prise de possession. Tu trembles, tu as froid? Elle secoue la tête. Elle tremble de peur, d'émotion. Elle ne sait plus. Ils te font peur, n'est-ce pas? Il désigne d'un vague mouvement de tête la foule de la prairie. Ce cirque, ce n'est pas la liberté, ça. C'est le chaos. C'est le troupeau qui se croit libre parce qu'on a changé sa musique. Il récite les mots de ses lettres. Il lui parle d'elle. Mais toi, tu es différente. Je l'ai su dès ta première lettre. Tu n'es pas une brebis, tu es une étoile. Tu as juste besoin du bon ciel. Élise boit ses paroles. C'est tout ce qu'elle a rêvé d'entendre. Il la comprend. Il la voit vraiment. La crasse de sa veste, la dureté de son regard, tout s'efface. Il est son sauveur. « Viens, dit-il, en resserrant sa prise sur son bras. Notre place n'est pas ici. Les frères et sœurs nous attendent. » Il ne la conduit pas vers le cercle des auditeurs. Il ne lui propose pas de s'asseoir et d'écouter la musique. Il la tire vers l'arrière de la clairière, vers un sentier à peine visible qui s'enfonce plus profondément dans l'obscurité des bois, loin des dernières lumières et des derniers sons du festival. « Où allons-nous » demande-t-elle, non par méfiance, mais par curiosité d'initié. « À l'aube nouvelle » répond Lou, sans se retourner. « Nous avons notre propre festival, notre propre musique, la vraie. » Élise jette un dernier regard par-dessus son épaule. Elle voit la lueur orange du ciel au-dessus de la prairie. Elle entend un éclat de rire lointain. C'est son ancien monde. Il est déjà à des kilomètres. Elle se retourne et fixe le dos de l'homme qui la guide. Elle resserre sa propre main sur la lanière de son sac, son dernier lien avec qui elle était. Elle met son pied sur le sentier boueux. Elle le suit dans le noir absolu. Le sentier n'est pas un sentier. C'est une cicatrice dans l'épaisseur de la forêt. Un passage que seuls les initiés peuvent connaître. Les branches basses lui fouettent le visage, agrippent à son chemisier blanc. Plusieurs fois, elle trébuche sur des racines cachées, sa main se rattrapant à l'écorce humide des arbres. La boue est profonde ici. Elle lui aspire presque ses sandales. Lou marche devant elle, une ombre rapide et silencieuse. Il ne se retourne pas pour voir si elle suit. Il ne lui tend pas la main pour l'aider à franchir un fossé. Il la tire par le bras, et quand elle glisse, sa poigne se resserre comme un étau, la remettant d'aplomb sans un mot, sans un regard. La musique du festival s'est éteinte. Ce n'est plus qu'une vibration lointaine, un pouls sourd qui bat dans la terre elle-même, comme le cœur d'un monstre endormi au loin. Ici, les seuls sons sont le craquement de leurs pas et son propre souffle, court et paniqué. L'obscurité est totale, bien plus dense que celle de la prairie, qui était baignée par les lueurs de la Seine et les feux de camp. Ici, la canopée des arbres forme un plafond opaque. Élise n'a jamais connu un tel noir. C'est une obscurité vivante, remplie de bruissements, de ululements lointains. Elle n'est plus au festival. Elle est dans une autre dimension. La peur, qui était une angoisse nerveuse, devient une terreur froide et physique. Elle pense à son père, à sa chambre d'enfant, au monde simple et ordonné qu'elle a fui. Elle a voulu rompre ses chaînes, et elle se retrouve à suivre un inconnu dans une forêt hostile, son bras prisonnier d'une main de fer. Ses lettres, elle pense aux lettres. « N'aie pas peur de la foule », a-t-il écrit. Il n'a jamais parlé de la solitude. Il n'a jamais parlé de la peur du noir. Il marche pendant ce qui lui semble être 1 heure, mais qui n'est sans doute qu'1 quart d'heure. Elle a perdu tout sens de l'orientation. Elle ne saurait absolument pas retrouver son chemin. Elle est complètement dépendante de l'homme qui la précède. Enfin, il s'arrête si brusquement qu'elle le percute. Il lève une main. Devant eux, une petite clairière s'ouvre, à peine plus grande qu'une chambre. Un feu de camp y brûle, mais c'est un feu triste, qui dégage plus de fumée âcre que de lumière. Autour du feu, 4 silhouettes sont assises. 3 tentes militaires, sales et rapiécées, sont dressées en désordre à la lisière. Une odeur de nourriture brûlée, de vêtements moisis et de vin aigre flotte dans l'air. C'est l'aube nouvelle. Personne ne lève la tête à leur approche. Les silhouettes restent immobiles, fixant les flammes. Élise reconnaît la femme qui était au pied de Lou, dans la clairière. Appelons-la Ophélie. Elle est là,
remuant d'un bâton une conserve posée sur les braises. Les autres sont 2 jeunes hommes, aux cheveux emmêlés et aux visages si sales et si maigres qu'il est impossible de leur donner un âge. Ils ressemblent à des statues de cire abandonnées. Lou la lâche enfin, la poussant légèrement en avant, vers la lumière du feu. « Voici l'étoile », annonce-t-il d'une voix plate. Elle a trouvé le chemin. Les 3 têtes se tournent lentement vers Élise. Il n'y a aucune chaleur dans leur regard, aucune bienvenue, juste une curiosité lasse, animale. Ophélie la dévisage de haut en bas, ses yeux s'arrêtant sur la propreté relative du chemisier d'Élise, sur son sac encore neuf. Un rictus méprisant plisse le coin de sa bouche. Lou s'assoit sur une souche d'arbre qui semble lui servir de trône, un peu à l'écart du feu. Il fait signe à Élise de s'asseoir par terre, à ses pieds. Elle obéit, ses jambes se dérobant sous elle. Elle s'assied sur la terre humide, ramenant ses genoux contre sa poitrine. Le silence est lourd, seulement brisé par le crépitement du feu et le cliquetis du bâton d'Ophélie contre la conserve. Lou se penche vers elle. Son visage, éclairé par en dessous par les flammes, est un masque d'ombre et de lumière. Ses yeux clairs semblent briller d'une lueur fiévreuse. « Tu as vu ?» dit-il, sa voix devenue un murmure intense, presque un sifflement. « Tu as vu le cirque là-bas ?» Il désigne la direction du festival d'un coup de menton. Des moutons. Il croit être libre parce qu'ils dansent dans la boue et qu'ils baisent dans les buissons. Mais ils sont toujours esclaves. Esclaves de la musique, esclaves de la drogue, esclaves de l'argent qu'ils ont payé pour entrer. Il se rapproche encore. Élise peut sentir son haleine, un mélange de tabac et de vin. Ici, c'est la vraie liberté, l'aube nouvelle. Nous sommes les purs. Nous sommes ceux qui ont dit non. Nous vivons de rien. Nous ne possédons rien. Nous n'avons pas de nom. Nous sommes la famille. Il parle, et sa voix est hypnotique. La même voix qui a écrit les lettres, mais le décor la rend monstrueuse. La famille ne réagit pas. L'un des garçons s'est remis à gratter une guitare désaccordée, jouant un seul accord, encore et encore, un son dissonant qui vrille les nerfs. Pour entrer dans la famille, continue Lou, il faut mourir à ton ancienne vie. Tu n'es plus Élise Fournier. Ce nom est mort là-bas, dans la boue du festival. Tu comprends ? Élise hoche la tête, incapable de parler. La peur a soudé ses lèvres. Pour mourir, dit-il, il faut te purifier. Tu dois abandonner tout ce qui te relie au monde des mensonges. Il tend la main, une main calleuse, aux ongles noirs. Donne-moi ton sac. Le sang d'Élise se glace. Son sac. C'est sa seule possession. C'est son billet de retour, même si elle n'a jamais eu l'intention de l'utiliser. C'est son identité. Mais il y a mon argent, mais... L'argent ? Lou éclate d'un rire sec, qui fait sursauter les autres. L'argent est le plus grand des mensonges. C'est le sang du système que tu as fui. Sa voix devient dure. Donne. Ce n'est plus une demande. C'est un ordre. Lentement, ses mains tremblantes, elle fait glisser la lanière de son épaule. Il lui arrache le sac. D'un geste brutal, il le retourne et en vide le contenu sur le sol, entre eux deux. Un peigne en plastique, un tube de rouge à lèvres à moitié utilisé, un petit miroir de poche, son portefeuille, et enfin, le paquet de lettres, noué d'un ruban bleu. Lou ignore tout le reste. Il se jette sur les lettres. Il les soulève. « C'est ça ton encre ? C'est ça ta vérité ? Non, rendez-les-moi » murmure Élise, une étincelle de rébellion dans la voix. C'est tout ce qui lui reste de lui, de la promesse. Il la regarde, un sourire étrange étirant ses lèvres. « Tu as cru à ces mots, n'est-ce pas ? Tu as cru à la poésie ?» Il regarde Ophélie, qui observe la scène avec une attention soudain vive, presque joyeuse. Elle a cru au conte de fées. D'un geste lent, presque théâtral, Lou tend le paquet de lettres au-dessus des flammes. « Non !» crie Élise, cette fois-ci pour de bon. Elle fait un mouvement en avant, pour les récupérer. L'un des jeunes hommes, celui sans la guitare, lui attrape le bras et la maintient au sol. Sa force est surprenante. Lou la regarde droit dans les yeux. « L'aube nouvelle n'a pas de passé, dit-il, et il lâche les lettres. Élise regarde, impuissante, le ruban bleu fondre, les bords du papier jaunir, se recroqueviller, noircir. Les mots de Lou, les mots qui lui avaient donné la force de traverser la France, qui lui avaient promis la libération, sont dévorés par le feu. C'est sa vie entière qui s'embrase. Elle comprend, dans un éclair de terreur absolue, qu'il n'y a jamais eu de poète. Il n'y a qu'un geôlier. Les lettres n'étaient pas une promesse. Elles étaient un piège. Le feu crépite, avalant la dernière trace de son ancienne vie. Lou se penche vers son portefeuille, l'ouvre, en sort les quelques billets qu'Élise avait économisés. Il les empoche sans un mot, puis il repousse le reste de ses affaires du pied, vers l'ombre. Il se lève,
dominant la clairière. « Maintenant, tu es pur, dit-il. Il se tourne vers Ophélie. Elle a faim. Donne-lui à manger. Il s'éloigne dans l'ombre, vers la plus grande des tentes. Ophélie prend la conserve brûlante avec un chiffon, la jette presque aux pieds d'Élise. C'est une bouillie grise et sans nom. Élise la regarde, les larmes coulant en silence sur son visage sali de poussière, tandis que le dernier coin de la dernière lettre de Lou disparaît dans une petite flamme vive. La bouillie grise fume à ses pieds, une insulte visqueuse. Élise ne la voit pas. Elle ne voit que les cendres de ses lettres, la petite fumée blanche qui s'élève encore, emportant avec elle le poète qu'elle avait inventé. Le froid de la terre remonte le long de ses jambes, mais il est moins intense que le gel qui s'installe dans sa poitrine. Elle a tout quitté pour un mensonge. Elle est prisonnière. Le silence s'est à nouveau abattu sur la clairière, un silence épais, hostile, seulement perturbé par l'accord unique et dissonant que le jeune homme continue de gratter sur sa guitare. C'est la bande-son de son propre enfer. Lou la regarde, la tête penchée, comme un scientifique observant une réaction. Il semble satisfait de son désespoir. Il se lève de sa souche et entre dans la tente la plus grande, disparaissant un instant. Élise reste figée. Ophélie et les deux hommes sont des statues de cire, leurs visages vides fixant le feu. Il n'y a aucune aide à attendre d'eux. Ils ne sont plus là. Ce sont des coquilles. Il ressort de la tente en tenant une gourde en métal cabossé. Il s'approche d'Élise et lui tend. « Bois, dit-il. » Sa voix est redevenue douce, presque paternelle. « C'est le vin de l'aube, pour célébrer ta nouvelle naissance. Il te lavera de tes dernières peurs. » Élise recule, rampant sur la terre humide, s'éloignant de la gourde. L'odeur qui s'en échappe est forte, aigre. « Non, murmure-t-elle. Je veux partir. Laissez-moi partir. Je ne dirai rien. » Lou s'immobilise. Son visage se fige. Le mot « partir » résonne dans la clairière comme un blasphème. Il éclate d'un rire court, sans joie. Partir, il regarde les autres, comme pour partager une blague. « Mais tu es partie, mon étoile. Tu es arrivée. Il n'y a plus d'autre endroit où aller. » Élise Fournier est morte, il désigne les cendres. Tu as tué le mensonge. Tu es libre. Tu es à nous, maintenant. C'est à cet instant précis qu'un son déchire la nuit. Ce n'est pas un cri, ce n'est pas un animal. C'est un vrombissement électrique, un accord de guitare massif suivi d'une explosion de batterie, puis un rugissement. Un rugissement non pas d'une personne, mais de 50 000. La tête d'affiche. Le groupe de rock anglais légendaire vient de monter sur la scène principale. La puissance est telle que le sol sous Élise se met à vibrer. Ce son, ce lien tangible avec le monde qu'elle a quitté, agit sur elle comme un électrochoc. La foule, la photographie, la vie, c'est à quelques centaines de mètres. Elle peut les entendre. D'un mouvement désespéré, puisé au plus profond de son instinct de survie, elle se jette sur ses pieds et se met à courir. Elle court, non pas vers le sentier sombre par lequel ils sont venus, mais droit devant, à travers les buissons, en direction du son. Elle court vers la musique, vers la foule, vers la lumière lointaine qu'elle devine à travers les arbres. Elle n'a pas fait 3 pas. L'un des jeunes hommes, celui qui ne jouait pas de guitare, la tacle avec une brutalité professionnelle. Son corps heurte le sol avec une violence qui lui coupe le souffle. Avant même qu'elle ne puisse reprendre sa respiration, les 2 hommes sont sur elle. Ils la traînent par les chevilles, la ramenant vers le feu comme une bête prise au piège. Elle se débat, elle griffe, elle hurle. Son chemisier blanc, celui de la photo, se déchire. La boue macule son visage. « Au secours !» crie-t-elle de toute la force de ses poumons. « Aidez-moi !» Mais son cri est noyé, complètement absorbé par le premier couplet de la chanson. Un hymne rock hurlé par des milliers de voix. Loup s'approche d'elle, qui se débat à terre. Il n'a plus l'air en colère. Il a l'air déçu. « Tu n'entends pas, dit-il tristement, sa voix devant forcer pour couvrir la musique. Tu n'entends toujours pas. Tu préfères leur bruit à notre silence. » Il s'accroupit à côté d'elle. Les 2 hommes la maintiennent fermement au sol. Un genou sur ses épaules, un autre sur ses jambes. Elle est clouée au sol. Tu es encore malade. Tu as la fièvre du vieux monde. Il faut te guérir, définitivement. Il se tourne vers Ophélie. « Apporte-moi le passage. » Ophélie se lève sans un mot, entre dans la tente de Lou et en ressort avec une petite boîte en fer blanc. Elle la lui tend avec un respect rituel. Lou l'ouvre. À l'intérieur, sur un morceau de coton sale, reposent une seringue et une petite fiole de liquide ambré. La vision de l'aiguille brise ce qui restait de la raison d'Élise. Sa lutte devient frénétique. « Non! Non, s'il vous plaît! Je ferai ce que vous voulez! Je resterai! S'il vous plaît, non !» Lou remplit la seringue avec une main experte. La musique du festival atteint un crescendo. Le batteur s'est lancé dans un solo frénétique, une mitraille de sons qui couvre tout. « Bien sûr que tu resteras, » murmure Lou, sa voix de poète revenue, tordue et terrifiante.
Tu seras avec nous pour toujours. C'est la dernière porte, mon étoile, la libération totale. Tu vas enfin t'envoler, tu vas voir l'aube. Il fait un signe de tête. L'un des hommes lui arrache le bras, le plaque au sol, paume vers le ciel. L'autre lui couvre la bouche pour étouffer ses hurlements. Élise regarde, les yeux exorbités de terreur, l'aiguille s'approcher de son bras. Elle voit le visage d'Ophélie qui la regarde avec une pitié froide. Elle voit Lou, penché sur elle, ses yeux clairs reflétant les flammes. Il est le prêtre d'un sacrifice. L'aiguille s'enfonce. Une brûlure glacée remonte sa veine. C'est instantané. Le monde bascule. Les hommes la lâchent. Elle ne se débat plus. Elle ne le peut plus. Son corps devient incroyablement lourd, puis incroyablement léger. Les visages au-dessus d'elle se déforment. Les flammes du feu s'étirent, se mêlant à la musique lointaine. Le solo de batterie n'est plus un son extérieur. C'est le battement de son propre cœur, erratique, tonitruant, puis soudain, si lent. Lou se penche tout près de son visage. Il lui caresse la joue, le même geste qu'il avait eu des heures plus tôt, dans la clairière. « Tu vois » murmure-t-il alors que la conscience d'Élise se délite. Plus de peur, plus de cage. Tu es libre. Elle essaie de penser à sa mère, à son village, à la photo, mais il n'y a plus que le noir qui monte. Ses yeux restent ouverts, fixant le trou de ciel noir entre les arbres. Au loin, la foule de 50 000 personnes explose en une ovation gigantesque à la fin de la chanson. Élise Fournier ne les entend plus. Son cœur a cessé de battre. La musique tonitruante du festival a servi d'oraison funèbre. Dans la clairière, le silence qui suit la mort d'Élise est absolu, presque respectueux. La fête, à quelques centaines de mètres de là, bat son plein. C'est un monstre de vie et de son, totalement indifférent au drame minuscule qui vient de se jouer dans son ombre. Lou reste un instant immobile, la regardant, comme s'il admirait son œuvre. Puis, avec un soupir las, il se redresse. L'excitation a disparu de ses yeux, remplacée par une efficacité froide. « Enterrez-la », dit-il aux deux hommes, loin, près du ruisseau, et brûlez ses affaires, le sac, tout. Pendant que les deux disciples, obéissant comme des automates, s'exécutent, Lou et Ophélie retournent s'asseoir près du feu. Ophélie sort un morceau de pain dur de sa poche et commence à le mâcher lentement, sans jamais regarder le corps d'Élise être emporté dans l'obscurité. Pour eux, ce n'est qu'un incident, une purge. L'aube nouvelle a simplement rejeté un élément impur. La famille s'est resserrée. Au lever du soleil, le festival s'achève. Des milliers de jeunes gens épuisés, boueux mais extatiques, entament le long voyage de retour, emportant avec eux des souvenirs de musique et de liberté. Personne ne remarque qu'il manque une jeune femme au chemisier blanc. À des centaines de kilomètres de là, en Lorraine, des parents s'inquiètent. Les jours deviennent des semaines, ils contactent la cousine de Dijon, qui n'a jamais vu Élise. La police est alertée, mais nous sommes en 1971. Une jeune femme de 20 ans qui disparaît après avoir menti sur sa destination, pour les enquêteurs, c'est une évidence. Une fugue, une de plus. Elle a suivi un garçon, elle est partie vivre dans une communauté, elle est en route pour l'Inde. Le dossier est classé « évaporation volontaire » avant même d'avoir été ouvert. Élise Fournier, l'étoile qui voulait être libre, devient une statistique, une note de bas de page dans le grand livre de l'après 68. Le festival de la Rivière d'Or ne sera jamais reconduit. Lou et sa famille se dissolvent dans la nature, probablement partis vers le sud, vers l'Espagne, à la recherche d'autres festivals, d'autres âmes perdues, d'autres étoiles à éteindre. Il était un prédateur, un de ces gourous de l'ombre qui utilisaient le langage de la libération pour exercer une tyrannie absolue. Il n'a jamais été retrouvé. Ce n'est qu'en 1994, lors de travaux forestiers, que des restes humains seront découverts près d'un ruisseau asséché, non loin du site de l'ancien festival. Pendant des années, ils resteront anonymes. Ce n'est qu'à l'aube du XXIe siècle, grâce au progrès de l'ADN et à la réouverture de dossiers classés, qu'un nom sera posé sur ce squelette, Élise Fournier. Et nous revoilà devant cette photographie. L'image granuleuse prise par un amateur, un jour d'été 1971. Au début, ce n'était qu'un visage dans la foule, un symbole de la jeunesse de l'époque. Mais maintenant, nous savons, nous ne pouvons plus la regarder de la même manière. Ce n'est pas une photo de fête. C'est une photo d'une scène de crime, prise quelques heures avant le meurtre. Ce sourire nerveux n'est pas de la timidité. C'est l'anxiété de celle qui attend un rendez-vous secret qui décidera de sa vie. Ses yeux qui balayent la foule ne cherchent pas l'ambiance. Ils cherchent un homme avec un médaillon en forme de lune. Cette jeune femme, si propre, si droite au milieu du chaos, n'est pas une festivalière. C'est une victime, figée dans ses derniers moments d'espoir. Elle ne cherchait pas l'amour. Elle fuyait une cage, sans savoir qu'elle se jetait dans les bras d'un monstre qui lui en avait construit une, bien plus terrible, sous la forme d'une promesse. L'histoire d'Élise Fournier est un rappel brutal que les pages les plus sombres de l'histoire ne s'écrivent pas toujours sur les champs de bataille, mais souvent dans les marges, dans les silences, au cœur même des célébrations de la vie.
Son histoire est celle de l'invisible, celle dont le cri a été couvert par la musique d'une génération. La leçon de ce cliché n'est pas de se méfier de la liberté ou des festivals, c'est de comprendre que les prédateurs les plus dangereux sont ceux qui parlent notre langage, qui exploitent nos désirs les plus profonds d'appartenance et de sens. Élise n'est pas morte à cause de sa naïveté, elle est morte à cause de son espoir, et parce qu'un homme a su transformer cet espoir en une arme contre elle. Cette histoire nous oblige à nous poser des questions. Combien d'Élise y a-t-il dans les foules que nous croisons aujourd'hui, sur les photos de nos réseaux sociaux? Combien de sourires nerveux cachent une peur que nous ne prenons pas le temps de voir? Avez-vous déjà tellement idéalisé une personne ou une idée que vous en avez ignoré? Les signaux d'alarme évidents? Et quelle est notre responsabilité, en tant que société, de regarder au-delà de la musique et de la fête, pour voir ceux qui, en silence, appellent à l'aide? Si vous avez été touché par le destin d'Élise, et si vous êtes arrivé jusqu'à la fin, commentez le mot secret, l'étoile. C'est ainsi que nous honorerons sa mémoire et que nous nous souviendrons de son histoire. Ne laissez pas son histoire être oubliée une seconde fois. Abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres récits cachés. Aimez cette vidéo pour que son souvenir soit partagé et cliquez sur la vidéo qui s'affiche maintenant pour découvrir une autre photographie dont le secret va vous bouleverser. Merci de vous souvenir avec nous.